Je te dis que c'est éteint. J'ai éteint mon téléphone. Pourquoi je vous dénoncerais? On est tous frères. Au cœur de l'océan Indien, nous avons tourné des images rares à bord d'un Kwassa Kwassa, un bateau de clandestins. C'est la gendarmerie? Non, mais on dirait la police. Mais non, c'est un pêcheur. Je sais pas pourquoi, il vient droit sur nous. T'inquiète, il rabat son poisson. Non, il s'approche. T'as oublié qu'il y avait des traîtres partout en mer. C'est eux. Depuis plus de 10 ans, dans l'archipel des Comores, cette traditionnelle barque de pêcheurs s'est transformée en bateau de passeurs. Surnommé Kwassa Kwassa, il fait la traversée entre l'île d'Anjouan, la Comorienne, et Mayotte, 101e département français. 70 km et un visa obligatoire séparent les deux îles. Chaque jour, sur les 10 bateaux qui débarquent les clandestins à Mayotte, 2 seulement sont arrêtés par la police. C'est qui celui-là? À qui c'est? C'est qui? Tu lui donnes une bouignée, alors tu lui dis qu'elle tienne, qu'elle s'en occupe. Non, la jeune là-bas, la jeune bonnie. Bateau clandestin, le Kwassa Kwassa est condamné au cimetière où il est ensuite détruit par la police pour éviter tout risque de trafic. Mais ce business pirate ne s'arrête pas pour autant. Si ici, côté français, les Kwassa Kwassa sont détruits à la pelle, en face, côté comorien, ils sont fabriqués à la chaîne. Chaque mois, rien que sur ce chantier, 20 bateaux sont construits. Là, je fabrique un nouveau Kwassa Kwassa. Il n'est pas encore fini, mais bientôt il partira à Mayotte, chargé de clandestins avec la police à ses trousses. Une fois la construction terminée, je gagne 100 € par bateau. Ces derniers temps, tous les Kwassa Kwassa se font attraper à Mayotte, alors on doit en construire sans arrêt des nouveaux. Car un Kwassa pris là-bas, c'est plus de travail pour nous ici. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de boulot. Sur l'île, le Kwassa Kwassa fait travailler des centaines de personnes. En face, Mayotte. Dans l'archipel, anciennement colonie française, Mayotte fait figure d'exception. Elle est la seule des 4 îles à avoir refusé l'indépendance lors de la décolonisation en 1974. Arbenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Restée française, Mayotte, avec un niveau de vie 5 fois supérieur aux autres îles de l'archipel, devient l'Eldorado. Ses voisins sont attirés par le système de santé, d'éducation, l'emploi, faisant fi de l'inaccessible mais néanmoins obligatoire visa baladure instauré en 1995. Car jusqu'à cette date, ni le mot clandestin ni le mot Kwassa Kwassa n'existaient. Depuis, on expulse ici plus que n'importe où ailleurs. Avec 20 000 reconduites aux frontières par an, Mayotte détient le record national. La préfecture a missionné une association professionnelle de juristes pour être présente quotidiennement au centre de rétention. Alors, je me présente, je m'appelle Méline et je travaille pour l'association Solidarité Mayotte. On fait du droit, ça veut dire qu'on travaille avec la loi. Tous les jours, il y a soit un bateau, soit un avion qui part vers les Comores. Le vendredi, exceptionnellement, parfois, on a 2 départs. C'est énorme et c'est surtout inédit. Ça n'arrive qu'à Mayotte. Dans les autres centres de rétention et même en Guyane, ça ne marche pas comme ça. Je viens soutenir mon petit frère qu'on a pris hier. Il avait sa convention, sa carte de bus, sa carte, son carnet, et pourtant il l'a amené ici depuis hier. Ce matin, les visites vont être compliquées. En fait, parce qu'il y a des Kwassa qui arrivent, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il n'y a pas beaucoup de policiers. C'est les policiers qui décident.
Les éloignements vers les Comores sont facilités parce que le gouvernement français a signé un accord bilatéral en fait, un accord de réadmission directe, ce qui veut dire que pour être éloigné vers les Comores, les personnes n'ont pas besoin de prouver leur nationalité comorienne. Contrairement à d'autres pays où en fait les personnes ont l'obligation de prouver leur nationalité et si elles n'ont pas de documents, il faut faire appel à l'ambassade de ce pays en France pour que l'ambassade délivre un laissez-passer. Les reconduites aux frontières sont un quotidien que les autorités ne laissent pas filmer. Le bateau de la ligne commerciale régulière, à la charge de l'État, embarque une cinquantaine de clandestins vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche. Aujourd'hui, ils partent légalement, mais demain, ils reviendront clandestinement. Sur cette frontière invisible de l'Europe, les allers-retours incessants alimentent un business lucratif. 70 km plus loin, Domoni, sur l'île d'Anjouan. Cette ancienne ville de sultan a été rebaptisée capitale du Kwassa-Kwassa. Le thème de notre émission ce soir est un sujet que tout le monde connaît, la clandestinité. À la radio locale, des anciens passeurs témoignent, notamment Samir, 33 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis tombé dans ce business car j'ai décroché de l'école. J'ai raté 2 fois le bac et je me suis découragé. J'ai tout arrêté. J'avais honte car je ne gagnais pas d'argent. Comme j'avais des amis déjà en place dans le business, je voyais que ça rapportait. Je me suis dit que c'était mieux de faire ça plutôt que de rester les bras croisés. Quand j'ai commencé, je travaillais la nuit. J'étais là quand un Kwassa-Kwassa revenait de Mayotte pour récupérer les moteurs, les réservoirs, que je stockais ensuite chez le patron. J'avais pas d'horaire fixe. Après, j'étais responsable des passagers. Je leur faisais à manger, je les emmenais au lieu de rendez-vous. Je les cachais où on me disait avant de prendre la mer. J'ai fait ce métier pendant 4 ans et après, les embrouilles ont commencé. Ben, t'es déjà rentré? Je te croyais à Mayotte. T'as pas fait long feu. Même repenti du business, Samir a gardé des liens et un ami, Abdallah Malet, 23 ans, commandant de Kwassa-Kwassa, toujours actif. Je te dis qu'Amadé est un traître. Pourquoi tu ne me crois pas? Il s'est gardé les 500 € pour lui et s'est acheté un nouveau bateau, sans nous payer. C'est Amadé qui t'avait embauché? Oui, c'est lui, Amadé, Abou, Groupa, Ziaka, Meigné. Ils sont tous de la même équipe. Ils sont tous patrons. Dans cette ville qui vit au rythme des prières et des Kwassa-Kwassa, 5 grands patrons se partagent le marché de la traversée clandestine. Domoni a été choisie par les passeurs car elle est le point le plus proche de Mayotte, distant d'à peine 70 km. Quoi de neuf? J'ai été expulsé il y a 3 jours. Je suis reparti et je me suis fait encore expulser. Et ton passeur, c'était Boko? Non, il n'est pas de Domoni. C'est un gars chauve. Bah oui, c'est Boko. Il se fait toujours serrer, lui. Bah ouais, c'est la vie. Là, faut que je trouve de l'argent. Je vais aller demander à ma famille. Tu repars? J'ai un plan. J'espère avoir plus de chance. Tiens, bois un peu de jus. Ça va te faire du bien. Avec un prix minimum de 300 € par passager, les chantiers de Kwassa-Kwassa se sont multipliés sur l'île comme des champignons. Depuis 91, je fabrique des vedettes. En juin, en tout cas, j'ai été le seul pendant 10 ans presque. Ce flux-là, c'est dernièrement, là, avec les Kwassa-Kwassa et tout, les Bataclan. Il n'y a rien à faire. Les gens sont pauvres, ils ont besoin d'argent, alors on leur dit, bon, vous allez tenter la mort, et ils vont parce qu'ils ont besoin de vivre. Ouais. Moi, en tant qu'ancien marin, je sais que la vedette de 6 mètres avec 6 passagers, c'est bon.
Alors que les passeurs, ils osent mettre une vingtaine de personnes dedans. C'est ça qui cause le naufrage. Je suis conscient de prendre des risques. Mais je n'ai pas le choix. Il n'y a rien à faire d'autre. Pour un naufrage, j'ai écopé de 2 ans de prison à Mayotte. J'étais le commandant. La police a eu le temps de sauver quelques personnes, mais il y a eu cette mort. En 20 ans, plus de 20 000 personnes ont péri dans ce bras de mer qui sépare les 2 îles. Si d'un côté on compte ces morts, de l'autre on compte ces clandestins. À Mayotte, 1 personne sur 2 est en situation irrégulière. Face à cette immigration massive, le confetti français, à peine plus grand que Paris et sa couronne, est au bord de l'explosion. On n'appelle pas ça une immigration. Il faut appeler les choses par leurs mots. Moi, je dis ça, c'est une invasion. Nous disons aussi aujourd'hui, vive Mayotte, et vive Mayotte dans la France, indivisible, éternelle, et vive Mayotte dans la France, tout simplement. Tout le monde indexe le Morin en disant qu'il est xénophobe. Non. Mayotte, c'est un territoire de 374 mètres carrés. Il ne peut pas éponger la misère de toute l'Afrique australe. La population de Mayotte étouffe et les services de l'État sont submergés. Il faut imaginer que l'immigration clandestine à Mayotte représenterait en métropole l'équivalent de 22 millions de personnes qui seraient sur le territoire sans tellement de droits, sans moyens de vivre, sans moyens de se loger. Donc ils arriveraient, ils squatteraient les parcs publics, les forêts, les champs, les jardins des particuliers, de l'État, des communes. Il est évident que tant qu'il n'y aura pas de stabilité de l'autre côté, ces gens-là viendront. Des gens viennent et des enfants aussi. À bord des Kwassa-Kwassa, les mineurs représentent plus de 25% des passagers. En 20 ans, la population mahoraise a plus que doublé et l'île est aujourd'hui le département français le plus jeune. En grandissant, beaucoup de jeunes clandestins se retrouvent déscolarisés, faute de place ou de papier. Des associations comme le Secours catholique les prennent en charge de 16 à 22 ans. Elles proposent des cours de français dispensés par des bénévoles clandestins. Un Comorien qui a accompli le grand mariage, il se voit appelé grand notable. Je suis arrivé ici en Kwassa. J'avais personne de la famille dans le Kwassa, j'étais toute seule. C'était horrible, vu comment on était entassés et tout. La raison, c'était parce que j'étais malade. Ma mère m'a dit que ce sera mieux de venir soigner ici. En arrivant ici, j'étais petit. C'est ma mère qui me l'avait amené à moins de 8 ans. Et ma mère, elle est partie. Elle m'avait laissé avec quelqu'un qu'elle les connaissait bien. Et je suis grandi sans famille à côté. On dit que 6 000 mineurs clandestins errent à Mayotte sans véritable attache. Tous ont pris le Kwassa-Kwassa, souvent par pression familiale, mais pas seulement. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a aussi des raisons politiques. Vous avez de l'autre côté des dirigeants qui poussent leur population à venir à Mayotte en se disant que c'est une île qui est comorienne. On a des gens qui viennent parce qu'on leur a dit « Mayotte nous appartient, allez vous installer comme si vous étiez dans vos champs ». En face, aux Comores, le maire de Domoni répond à un brin provocateur. J'ai l'intention de faire un port de plaisance ici à Domoni, d'où partent les Kwassa-Kwassa vers Mayotte. Je vais faciliter les choses, faire un port même un port, pour que les Kwassa-Kwassa puissent partir. Mais officiellement, sans qu'ils se cachent, je suis le fils aîné du président de la République, le premier président des Comores, celui qui a pris l'indépendance. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte,
Anjouan, Moélie et Grande Comore. Mon père a lutté jusqu'à sa mort pour l'unité des Comores. Et je continuerai cette lutte. Mayotte est comorienne. Mayotte est comorienne. Je vous dis, je respecte la mémoire de mon père. Sur le drapeau comorien, 4 étoiles, à l'image des 4 îles qui composent l'archipel. Nous revendiquons Mayotte et nous espérons qu'un des jours, les Français comprendront que Mayotte est comorienne et restera toujours comorienne. De toute façon, on ne peut pas nous empêcher d'aller à Mayotte. C'est une île comorienne. Ils disent pas ça là-bas. Je m'en fous. Qu'ils le veuillent ou non, Mayotte nous appartient. Et tu penses que les Mahorais seraient contents d'entendre ça? Content ou pas, on a le droit d'aller là-bas. Mais comment tu peux dire ça, vu comment on nous traite là-bas? C'est à cause de votre indépendance que ça merde. Et tu crois que c'est à cause de l'indépendance? C'était mieux la France? Il y avait moins de problèmes. Avec l'indépendance, on a eu des médecins, des professeurs. Mais les professeurs, ils servent à rien. Avec Bac plus 5, ils finissent en mer, comme moi, pour gagner leur croûte. Arrête, tu m'inquiètes. Je m'en fous. Retourne à l'école, t'as rien dans le crâne. C'est donc dans les eaux troubles de la diplomatie post-coloniale que le Kwassa-Kwassa navigue. Dans le creux des vagues se cache un conflit larvé entre les Comores et la France au sujet de la souveraineté de Mayotte, qui géographiquement appartient à l'archipel, mais qui politiquement a voté pour son rattachement à la France. Plusieurs fois condamnée par l'ONU pour violation des frontières, la France serait en situation clandestine à Mayotte. L'ONU et le Vatican ne reconnaissent pas Mayotte comme département français. Il y a eu plusieurs motions au niveau de l'ONU pour dénoncer cette, entre guillemets, cette adoption de Mayotte par la France. Et de même au niveau de l'Église, d'habitude il y a un évêque par département ou par diocèse en métropole. Ici, l'évêque est basé à Moroni, aux Comores, c'est-à-dire Mayotte faisant partie de l'archipel des Comores. Ça fait partie des petits points qui ne sont pas forcément clairs dans les relations internationales. Et vogue le Kwassa-Kwassa, en toute impunité, lui ne connaît ni frontières ni visa. Ce problème de Kwassa, c'est un problème franco-français. Parce que si la France voulait... D'abord, pourquoi lutter contre ce Kwassa? Pourquoi? Pour quel but? Pour quel intérêt? Alors qu'avant le visa Balladur, il n'y avait pas ce problème de Kwassa. Le visa Balladur est impossible à obtenir. Il faut d'abord aller en Grande Comore, où est située l'ambassade de France, et ensuite justifier de 5 000 € sur son compte en banque. Du coup, pour tous, l'autre sésame, c'est le Kwassa-Kwassa. Un bras de mer France-Comore qui devient un bras de fer diplomatique. Selon un des fondateurs du Mayotte Hebdo, le Kwassa-Kwassa est une arme politique. Je pense que la question migratoire est un moyen de contraindre la France à multiplier ses aides vis-à-vis du territoire comorien. Donc c'est complètement instrumentalisé. C'est une politique cynique dans la mesure où, sur Mayotte, la question migratoire devient un sujet hypersensible et explosif. Pour beaucoup, le Kwassa-Kwassa est le résultat d'une décolonisation ratée. À Anjouan, l'ancien préfet regrette le divorce entre les îles. Ça doit être un philosophe ou un écrivain français qui a dit qu'il faut cultiver son jardin. C'est qui ça? J'ai déjà oublié. Il faut cultiver son jardin. C'est ici où je passe mon temps. On essaie de réfléchir sur beaucoup de problèmes. Hein? Nous n'attendions pas à ce que certains gouvernements essaient de nous séparer de Mayotte, ni de Moïdi, ni des autres îles. Ce n'est pas ce que nous attendions. C'est comme quand ils nous disent que la France est à Mayotte depuis 1841. Et avant 1841, est-ce que l'histoire de Mayotte commence par 1841? Et avant, qu'est-ce qu'il y avait à Mayotte?
Pour tous, il est difficile de dénouer les fils d'une culture commune, métissée au fil de l'eau. À se demander si d'une île à l'autre, le destin de ces hommes et ces femmes n'a pas été pris au piège des tours de passe-passe de l'histoire. En 1841, le sultan de Mayotte, Andrianatsuli, cède son île à la France pour se protéger des autres sultans de la zone plus batailleurs. La colonie française s'installe à Mayotte et avec elle, le déplacement et métissage des populations entre les îles. À cette époque, on ne voyage pas en kwassa-kwassa, mais en boutre. Il y a des personnes qui ont été envoyées à Mayotte par les sultans parce que c'est un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Parce que les gens qui venaient ici, ils ne venaient pas gratuitement. Donc les sultans étaient rémunérés pour octroyer de la main-d'œuvre aux plantations de Mayotte. On a réactivé des réseaux qui existaient au XIXe siècle, des réseaux qui sont criminels, parce que même au XIXe siècle, c'était des négriers qui avaient chapeauté l'organisation de ce réseau-là. Donc aujourd'hui, c'est aussi organisé par une mafia comorienne ou pas d'ailleurs, mais qui profite de la misère de la région et au-delà. Aux Comores, 20e pays le plus pauvre au monde, le kwassa-kwassa a aujourd'hui détrôné le clou de girofle comme principal produit d'exportation. Avec un indice de développement quasi nul, un système éducatif et sanitaire inexistant, un État défaillant et corrompu, le kwassa-kwassa est l'unique secteur de l'île qui embauche. Ne touchez à rien, vous êtes sur la bonne fréquence. À la radio locale, l'émission spéciale Kwassa-Kwassa se poursuit. Nous retrouvons Samir, le repenti. C'est business, tu tombes dedans sans le vouloir. En plus, c'est un boulot sans risque car aucune loi ne punit le trafic, ni les passeurs. J'ai quitté ce métier, mais je dis pas pour toujours. Car on ne sait jamais. Dieu seul le sait, et ça se pourrait que dans un futur proche, je reprenne la mer. Dans ce business, on n'est jamais sûr de rien. Un besoin d'argent et facilement on peut reprendre la mer. Pour l'instant, Samir a choisi de rester sur la terre ferme et supervise les activités communautaires de la ville. En quoi ça, j'étais assis, mais il y a trop de vagues. J'ai même vomi, mais ici je ne vomis pas. Pour quelques dizaines d'euros par mois, Samir est régisseur, sonorisateur d'événements et a même décroché un poste d'animateur à la radio. Dupont fait le show avec vous. La France nous fait rêver. La France nous fait rêver, la France nous fait rêver, tout le monde pense à aller en France. Même dans les avions, il n'y a pas de place. À son ami Abdallah Malet, commandant de Kwassa-Kwassa, Samir confie vouloir faire la traversée en tant que passager cette fois. À Mayotte, il veut rendre visite à la mère de sa fiancée, partie se faire soigner et jamais revenue depuis 3 ans. Le commandant Mallette conduira Samir jusqu'à Mayotte. Les départs s'improvisent à tout moment, dès lors qu'il y a un minimum de 8 passagers. Ici, c'est Karima. Une plage où pêcheurs et passeurs se côtoient au quotidien. C'était un métier noble et rentable. Mais là, avec la crise, les prix ont baissé. T'encaisses plus tes 3 000 € comme avant.
Là, par voyage, on nous paye entre 50 et 300 euros. Ben, c'est mieux que rien. Des fois, il y a des candidats qui veulent privatiser le bateau. Là, ils payent entre 1000 et 2000 euros. Et je les dépose à Mayotte même. Sous Sarkozy, on a pris. On nous tabassait, mais maintenant ça va mieux. Les flics ont compris que s'ils nous traitaient mal, on ne reviendrait pas. Et ils n'auraient plus de travail à faire car c'est grâce à nous qu'ils peuvent continuer à chasser des clandestins sur Mayotte et qui ne sont pas au chômage. Bon, maintenant, si tu t'énerves, ils n'hésitent pas à t'en mettre une. Mais si t'es calme, ils te laissent tranquille. Combien tu les vends, tes chèvres? Pourquoi? Elles sont pas à vendre. Je veux acheter la noire. Mais t'as pas d'argent. C'est toi qui n'as pas d'argent. C'est à cause de gens comme toi que le pays stagne. C'est une vedette mahoraise qui vient chercher quelqu'un. Il y a un réseau aussi là-bas qui envoie de les kwassa-kwassa ici. Ça se passe comme ça dans tout l'archipel. Les 4 îles, Grande Comore, Moélie, Anjouan, Mayotte, tout le monde travaille dans le business du kwassa-kwassa. Ça y est, Samir va partir dans la nuit. Les patrons passeurs n'autorisent pas que l'on filme le départ du bateau, mais à bord, Samir a pris une petite caméra. La saison des départs de kwassa-kwassa coïncide avec la saison des mariages. On est en septembre et les conditions en mer sont favorables. Dans la tradition comorienne, on n'entreprend rien d'important le mardi, ça porte malheur, comme on ne monte jamais du pied gauche dans un kwassa-kwassa. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Tu vas nous foutre à l'eau. Viens t'asseoir. On va partir, avec Dieu et son prophète. On a laissé Domoni derrière nous. Dieu merci, la mer était calme. Cette fois, on était peu à bord. Ils avaient réparti les passagers sur 2 kwassa-kwassa pour être plus légers et arriver plus vite à Mayotte. Nous, à bord, on était 9. Il y avait une femme avec son mari qui portait leur bébé de 1 an, 2 Anjouanais, 2 grands Comoriens et les 2 passeurs. Le voyage vers Mayotte dure normalement 3 heures, mais varie en fonction des détours à faire pour éviter la police. Les passeurs reçoivent les informations de leurs complices par téléphone. À Mayotte, on a des complices dans la gendarmerie nationale. Ils nous disent quand il y a des patrouilles et comment il faut contourner par le nord ou par le sud, selon que la gendarmerie est à tel ou tel endroit. À midi, on sait que c'est la pause déjeuner. Et du coup, dès 11h30, ça laisse la voie libre car ils sont déjà partis. C'est là qu'on en profite pour débarquer. En attendant le bon créneau pour débarquer sur Mayotte, les kwassa-kwassa patientent au large. Une pause de 30 minutes en pleine mer, sans aucune protection ni sécurité, avant l'étape finale. On appelle ça escale. C'est comme quand tu vas en France ou en Amérique, tu fais escale. C'est pas direct. Quand tu es tout près de Mayotte, tu t'arrêtes pour le transfert des passagers.
Tu rapproches les bateaux pour qu'ils passent de l'un à l'autre. Un kwassa-kwassa repart vide vers Anjouan, pendant que l'autre continue sa route, ou se fait serrer. Après 6 heures passées sur l'eau, c'est la dernière ligne droite vers Mayotte. Mais la police patrouille et le kwassa-kwassa est obligé de débarquer ses passagers sur un îlot tout près des côtes de Mayotte. Venez vite! Venez récupérer les passagers! Il y a du monde sur l'îlot. Mais non, imbécile! Viens! Viens là! T'es avec qui? C'est quoi la suite du programme? Préparez votre argent pour aller à Mayotte. Mais prenez déjà quelques passagers. Nous, on peut pas rester, on va se faire choper. L'îlot de Samboro, c'est un caillou en terre française situé à 5 km de Mayotte. Ici transitent les kwassa-kwassa pour limiter les risques d'interception par la police. Un autre réseau de passeurs effectue la navette entre l'îlot et Mayotte même. Faut payer là? On va encore payer? Attention à ce que tu fais. T'es pas sur du sable là. Lève le moteur. Allez, descendez, vite, vite. Allez, descends, connard. Les autres sont tous partis et toi t'es encore là. On a attendu un kwassa-kwassa pendant 6 heures, caché sans bouger sur l'îlot. J'ai croisé un gars de Domoni qui attendait aussi. Tout de suite, il m'a dit « Et Dupont, qu'est-ce que tu viens faire à Mayotte ?» Je lui ai dit que je venais voir la mère de ma future épouse, mais que j'étais un peu perdu. Il m'a prêté son téléphone et j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, à qui j'ai expliqué ma situation et qui a négocié pour moi. Grâce à Dieu, ça a marché. C'est précisément ici, sur la plage du préfet, face à l'îlot de Samboro et au pied du radar de la police, que Samir a débarqué, moyennant une centaine d'euros payés au nouveau réseau de passeurs. Ici, tous les soirs à la même heure, on peut assister au ballet incessant des kwassa-kwassa. Pour regagner Mayotte, Samir aura mis 15 heures et payé 400 euros. Une fois débarqué sur la terre ferme, il trouve refuge chez des amis. Grâce à un réseau d'entraide et aussi parce que beaucoup ont déjà de la famille installée à Mayotte, les clandestins trouvent rapidement leur chemin. Le lendemain, nous retrouvons Samir qui découvre la France pour la première fois. Samir a fait des dizaines de fois la traversée Anjouan-Mayotte en tant que passeur, mais jamais il n'a posé le pied en terre française. Il cherche où vit sa future belle-mère dans un des dédales de tôle qui ont fleuri partout sur l'île. Quand j'ai su que tu venais, j'ai prié pour toi, du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Et cette nuit, quand j'ai entendu l'hélico, je me suis dit, j'espère que c'est pas pour Samir. Alors ce matin, j'ai demandé s'il y avait eu des kwassa-kwassa arrêtés pendant la nuit. On m'a dit que non. Puis tu m'as appelé. J'étais soulagée. Des retrouvailles que Zenouni fait partager au téléphone à sa fille, Raïma, qui vit à Anjouan et que Samir a demandé en mariage. Des photos rappellent à Zenouni ceux qu'elle a laissés derrière elle. C'est pour soigner une fracture ouverte de la jambe qu'elle a pris le kwassa-kwassa. Elle s'en souvient encore.
Ce jour-là, vraiment, le bateau monte, descend, et quand il monte, il descend, j'entends comme que le pied est coupé. Moi, j'ai crié beaucoup. Et mon frère disait doucement, doucement, on va arriver. Je dis que moi, je vais mourir, mon frère, moi, j'ai peur. Depuis, Zenouni n'est jamais repartie. Elle est hébergée chez son frère, ouvrier agricole clandestin. Elle redoute les contrôles de la police et reste enfermée. Pour passer le temps, cette ancienne institutrice fait école aux enfants du quartier. Je reste seulement ici avec mes enfants, avec les petits-enfants ici. Sa maman et son père vont aller à la campagne. Et j'ai peur parce que quand il me disait où est votre papier, et j'ai peur, alors je reste seulement toujours ici. C'est pourquoi je dis que je vais aller chez moi. Là-bas, on va se promener, on va aller n'importe où tu veux. Mais ici, seulement ici, aux toilettes jusqu'à quand? Ça me fait mal même ma santé. En 2016, plusieurs bidonvilles comme celui-ci ont été la cible de violentes attaques organisées par des comités de villageois en colère, décidés à chasser eux-mêmes les clandestins puisque l'État ne faisait rien. Il y a eu des campagnes de décasage en fait, qui ont été faites ici à Mayotte. Il y a des comités en fait, de villages qui se sont réunis et qui, on va dire, lassés de l'immigration massive et de, selon eux, la délinquance que ça pouvait apporter, ont décidé d'aller déloger les personnes. Qu'ils s'en aillent! Qu'ils s'en aillent! La cohabitation maori-comorien est devenue impossible. Ce quartier s'est complètement vidé de ses habitants, tous expulsés. Si c'était des expulsés des pays de guerre, on comprendrait, on faisait l'humanité. Mais aujourd'hui, ils viennent chez eux, ils ont qu'à rentrer chez eux. Monsieur le préfet, gentiment, faites rentrer ces gens-là chez eux. En 2007, la lutte contre l'immigration clandestine était déjà une priorité. La brigade de police, chargée des contrôles d'identité dans les quartiers chauds, était surnommée Police Raclette. Aujourd'hui, on lui prête le nom de Police Basket. Elle interpelle chaque jour une trentaine de personnes par ronde pour répondre à la politique du chiffre. Il y a toutes les procédures à taper encore. Encore les procédures du Kwassa. Ouais. On a assez court. Ça en fait 19. 19 avec ce qu'il y a, c'est bon, ça fait le chiffre. C'est bon. Bon allez, 25 ça fait. Allez, cours. Si Yamaha on fera demain c'est... Au fil des années, les moyens de lutte contre l'immigration clandestine se sont intensifiés à Mayotte, avec des budgets à la hausse, des effectifs renforcés et une modernisation des radars et bateaux. Tout un arsenal dont le préfet, plusieurs fois sollicité, n'a pas souhaité parler. En revanche, à la rédaction du Mayotte Hebdo, les journalistes sont plus prolixes. Je pense que la France a tout à fait les moyens de limiter l'arrivée des Kwassa. Mais il manque visiblement une volonté politique du gouvernement français. On dit à chaque fois, ouais, il faut lutter contre l'immigration, mais il n'y a pas suffisamment de contrôle, à mon avis. Les surveillances du lagon, ce n'est pas tous les jours. Les Kwassa, tous les jours, il y a des arrivées de Kwassa. Tous les soirs, sur les différentes plages de l'île. Malgré la présence des radars, ça n'a absolument pas stoppé cette venue massive. C'est assez bizarre, effectivement, que les radars soient aveugles. Mais pire, c'est que nous avons une brigade nautique qui n'a aucun moyen. Les vedettes aussi sont en panne. Les policiers sont là, mais ils n'ont pas la possibilité de faire leur travail en mer. Le Kwassa échappe au contrôle et déverse chaque jour de nouveaux arrivants
qui alimente à Mayotte une économie légale ou non. Ça génère une économie au quotidien importante. Le Canal Saad, par exemple, fait des cartes sans compte bancaire, sans truc. Donc il y a quand même les opérateurs économiques qui ont bien conscience que ça représente un marché, ça représente une portion importante de la population. Et eux, ils font du business, et ils savent qu'il y a des clients là, ils n'ont pas de compte, donc ils s'organisent pour les récupérer quand même. Donc il y a une économie qui tourne un petit peu grâce à ça. Ils participent certes à l'économie, mais il y a aussi une économie parallèle. Parce qu'il y a le travail au noir, il y a aussi le Comorien qui travaille là, quand il gagne 5 €, on sait très bien que les 3 € ils partent aux Comores. Donc c'est une économie, un manque à gagner pour le territoire. On a eu quelques informations crédibles là-dessus, qu'il y a des élus de différentes municipalités qui attribuent des terrains appartenant à la mairie à des clandestins, moyennant finance, bien entendu. Des accusations que nous n'avons pas pu vérifier. Dans ce département où 82% de la population vit avec moins de 350 € par mois, l'économie informelle est largement répandue. Depuis 21 ans, Zaki est garagiste clandestin à Kaweni. Il tient à la discrétion sur la rue où il opère. Il y a beaucoup de travail ici, car tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez un vrai garagiste, un qui a pignon sur rue. Avec mon garage sauvage, j'ai trouvé une niche. J'ai plusieurs clients. Je gagne bien ma vie. Cela me permet de manger à ma faim tous les jours et aussi de nourrir la famille. J'ai pas de problème car j'ai un métier, je ne suis pas délinquant. Et je prends des apprentis avec moi, je les aide et je donne un sens à leur vie en les formant à ce métier. Les clandestins sont présents dans différents secteurs comme l'agriculture, le bâtiment, l'artisanat ou la restauration. On dit même que sans eux, l'économie de Mayotte s'effondrerait. Ce qui est sûr, c'est que si on mange du poisson à Mayotte, c'est grâce au travail de pêcheurs clandestins comme Anouar. Il n'est jamais parvenu à se faire régulariser. Samir retrouve Anouar qu'il connaît d'Anjouan. Son ami lui confie sa difficulté à vivre à Mayotte. Vous êtes la main-d'œuvre de l'île et après on vous chasse. Ils nous disent « Vous n'avez plus de Dieu à Anjouan pour venir à Mayotte ?» Ils nous insultent. Mais ici, on apprend à fermer les oreilles. Moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. On vend notre poisson à la coopérative qui nous le rachète 40% moins cher que le prix normal. On ne gagne rien. Tout va dans les poches du patron mahorais qui nous dit que les bénéfices, c'est uniquement pour lui. Certains mahorais nous considèrent comme des esclaves. Et chez eux, c'est comme un rituel de rabaisser l'Anjouanais, avec des mots qui tuent. Mais moi, je les ignore. Samir souhaite maintenant rentrer chez lui, à Anjouan. Si tu n'as pas une bonne situation, tu n'as qu'à rester chez toi. Moi, je ne vois pas à quoi bon je laisse ma vie là-bas et venir souffrir ici. Pour ce départ volontaire pris en charge par l'État français, Samir passe par le centre de rétention pour de simples formalités administratives.
Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour faire le départ volontaire? Pour Bien partir sûr. aux Comores? Bien sûr. D'accord. Donc, les gens qui font le départ volontaire Ouais. sont interdits de revenir à Mayotte. Ouais. Pendant 3 ans maximum. Ouais. Si on vous attrape sur le Kwassa et que vous avez fait un départ volontaire avant, moi je pourrais rien faire pour vous. Welewa tout le monde, bien? Bien sûr. C'est bon? Bien sûr. Ok. Il y a une vision qui est peut-être un peu fausse de l'immigration à Mayotte, c'est-à-dire que les gens voyagent d'île en île depuis toujours. Il ne faut pas croire que les gens viennent à Mayotte et s'accrochent ici sur le territoire. Ils ont des intérêts familiaux, économiques à Mayotte, mais aussi dans les autres îles des Comores. Les gens bougent au sein de l'archipel et la solution, c'est qu'on regarde un peu de plus près le visa Balladur, qu'on voit si on ne peut pas l'adapter, qu'on voit si on ne peut pas trouver un cadre législatif qui soit mieux adapté aux traditions en fait ici et à l'histoire des gens ici. En 1h30, la liaison maritime régulière reconduit aujourd'hui une 60aine de clandestins vers Anjouan. Cela coûte à l'État français 140 € par passager. Et pendant qu'on expulse ici, là-bas à Anjouan, les chantiers de Kwassa Kwassa ne ralentissent pas la cadence. Si ce business fonctionne, c'est aussi grâce à toutes ces expulsions. Car à chaque fois, ce sont des dizaines de personnes qui veulent repartir vers Mayotte. Alors pour faire face à cette demande, il y en a plein ici qui ont vendu leur terrain pour s'acheter un bateau et se lancer dans ce business très vite rentable. À l'heure de la prière, sur le chantier, c'est au tour des enfants de fabriquer leur bateau. Des chutes de mousse polyuréthane tombées du Kwassa Kwassa, cousues main dans un sac de riz, voilà leur pamba, un bateau lui aussi très convoité. C'est mon pamba. Faut toujours que je le cache, sinon mes frères l'abîment. Mais moi, je peux pas passer mon temps à en refaire. Mayotte est peut-être loin, mais face aux déferlantes de cet océan de misère, c'est encore le rire des enfants que l'on entend. Quelle est l'origine de ce Kwassa, Madame Pascal? Vous parlez de Kwassa, mais vous ne savez même pas son origine. Quelle est l'origine de ce Kwassa? Je ne sais pas ce que ça veut dire Kwassa Kwassa. Pourtant, c'est une expression qu'on utilise assez souvent. Kwassa, ça veut dire quoi? Kwassa? Quoi ça? C'est quoi ça? Une forme de danse africaine. Je crois que c'était ça au départ. Kwassa, c'est une danse africaine. C'est comme si on tanguait comme un bateau en mer. Kwassa, c'est des bateaux parce que les gens joignaient, montent et ils viennent à Mayotte ici. Il va aller en famille.